Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le gouvernement a en 2019 poursuivi le chantier de transformation de la politique du logement engagé en 2018. Plusieurs réformes d'envergure ont été engagées et sont poursuivies en 2020. Elles concernent avant tout les aides au logement, mais également ce que l'on appelle les aides à la pierre. Je commencerai mon propos pour aborder le programme 109, aide à l'accès au logement. Grâce à la réduction de loyer de solidarité et la mise en œuvre des APL en temps réel et à une contribution d'Action Logement au Fonds national d'aide au logement, il sera possible de diminuer la dépense de l'État de 1,4 milliard d'euros par rapport à la loi des finances 2019 sans diminuer l'aide destinée au logement. Parmi ces mesures, deux grandes réformes permettent d'arriver à ce résultat. Je commencerai par évoquer la ALS. Ce mécanisme, désormais bien connu, vise à diminuer les loyers dans l'ex-secteur HLM en compensation d'une baisse du niveau des APL. Son niveau évolue par palier. En 2019, le montant de ALS a ainsi été fixé à 890 millions d'euros. Il atteindra 1,3 milliard d'euros en 2020. Nous avions beaucoup échangé sur l'impact de la ALS. Je me souviens que les acteurs du secteur nous avaient fait part d'une grande inquiétude à ce sujet. Je m'étais engagée à suivre cette question avec beaucoup d'attention et je suis heureuse de vous indiquer que, d'après les chiffres dont j'ai eu connaissance et à la suite des auditions que j'ai menées, la ALS a été mise en œuvre d'une façon très satisfaisante. Le volume des agréments est resté proche de son niveau historique atteint en 2017, 107 000 agréments en 2018 contre 113 000 en 2017. La capacité d'autofinancement de ces organismes est restée stable, avoisinant les 6 milliards d'euros. Je tiens à saluer les efforts collectifs pour la mise en œuvre de la ALS. Ce succès est imputable en partie aux efforts d'organisation des organismes de logement social engagés à la suite de la loi Elan. Il est également le fruit des mesures d'accompagnement décidées par l'État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement. Permettez-moi de citer quelques-unes de ces mesures. Lisa à l'impact de la ALS grâce à la cotisation payée par les bailleurs sociaux à la CG2LS, la stabilisation du taux livret A, allongement de la durée des prêts, prêts hauts de bilan, éco-prêts, programme TONUS, etc. Ces mesures, élaborées en concertation avec les bailleurs sociaux, ont permis de stabiliser la capacité d'autofinancement malgré cette baisse des loyers. Le pacte signé entre l'État et ses acteurs le 24 avril 2019 a permis de s'accorder sur un niveau de ALS de 1,3 milliard d'euros en 2020 et sur la mise en place de mesures d'accompagnement supplémentaires. J'avais attiré l'attention dans mon rapport 2018 sur le fait que 1,5 milliard de ALS était une somme difficile à mettre en œuvre par les organismes sociaux. Et je me réjouis qu'une concertation ait pu aboutir à la réduction du montant avec des mesures d'accompagnement améliorées. Pour rappel, j'avais demandé un rapport évaluant l'impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité sur l'autofinancement et les capacités d'investissement des organismes de logement social, dans la perspective d'une hausse du montant de ce dispositif qui devait être remis avant le 1er septembre 2019. Ma demande avait été acceptée dans la loi des finances 2019. Le second chantier tient à la modernisation des APL, avec la mise en place d'un mode de calcul fondé sur le revenu contemporain, qui doit permettre une diminution des dépenses de 1,2 milliard d'euros en 2020. Je rappellerai que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, nous avions adopté le principe d'une mise en œuvre à compter de l'été 2019. La complexité du chantier technique pour la Caisse nationale des allocations familiales et pour la mutualité sociale agricole a conduit au report de cette réforme au mois de janvier 2020. Cette réforme me semble logique et cohérente. Elle fait suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Elle rendra le mode de calcul des APL plus proche du cycle économique. La croissance économique et le retour à l'emploi généreront une diminution des dépenses plus rapide et inversement, les personnes confrontées à des accidents de la vie seront prises en charge plus rapidement. Nous devons suivre très attentivement les conditions de mise en œuvre de cette réforme au cours des tout premiers mois de l'année prochaine. Les auditionnés nous ont fait part de leur inquiétude concernant les étudiants APListes qui deviennent jeunes actifs. Leur montant d'aide sera adapté plus rapidement à leur situation réelle, sur 12 mois glissants, ce qui permettra de rendre les évolutions plus progressives. J'ai personnellement tenu à alerter le gouvernement à ce sujet et qu'il a bien pris en compte cette problématique. La prise en compte immédiate est la bienvenue lorsque la situation des ménages se dégrade, chômage, maladie, baisse d'activité, etc. Par ailleurs, cette réforme aura un impact positif pour les retraités récents, pour les primo-demandeurs et pour les indépendantes. J'en viens maintenant à l'autre volet de la politique du logement, que l'on qualifie souvent d'aide à la pierre.
et dont les crédits sont recoupés au programme 135, Urbanisme, Territoire et Amélioration de l'habitat. Ces crédits connaissent une augmentation importante de plus de 20%, qui s'explique pour l'essentiel par le versement d'une enveloppe de 60 millions d'euros au programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de la transformation du crédit d'impôt transition écologique en prime. Dans le prolongement de la loi de finances pour 2019, les crédits du programme 135 financent une série d'autres mesures que je mentionne dans mon rapport, telles que la lutte contre l'habitat indigne ou les opérations de revitalisation des territoires prévues dans le cadre de la loi Elan. Pour compléter ces mesures, j'ai souhaité, dans la partie thématique de mon rapport, formuler plusieurs propositions de nature à soutenir la rénovation et la construction et à améliorer l'accompagnement des plus fragiles. Je partage le sentiment de nombre de nos collègues et je regrette l'extension du prêt à taux zéro PTZ en zone dite détendue. Je défendrai à ce titre un amendement en commission des finances tendant à maintenir ce dispositif. À 2 ans de son extension, je propose en outre que nous intéressions aux modalités d'évaluation du dispositif d'encouragement à l'investissement locatif initié par notre collègue Mme Sylvia Pinel. J'avais proposé un amendement en 2017, adopté en loi des finances 2018, prévoyant un rapport sur ce sujet. Je regrette qu'il ne nous soit toujours pas parvenu à ce jour. Je propose également de ne pas prolonger le dispositif au-delà de 2021, en l'absence d'une évaluation rigoureuse qui garantisse la destination sociale du dispositif. Beaucoup d'acteurs s'inquiètent à la disparition de l'APN-accession. Il s'agit pourtant d'une mesure qui permet à de nombreux ménages de sortir du dispositif des APN allocations et donc diminuer les dépenses de l'État sur ce poste. Il faut comprendre que ce dispositif s'ajuste aux variations de revenus des bénéficiaires. Il ne s'agit pas d'un engagement sur toute la durée du prêt. De plus, elle est peu coûteuse pour l'État. Je propose donc que des discussions s'engagent avec le gouvernement afin de renouveler ce dispositif avec éventuellement des aménagements afin de mieux cibler sa vocation sociale. En ce qui concerne l'accompagnement des plus fragiles, je formule une recommandation de nature réglementaire pour une meilleure mise en œuvre du droit au logement opposable, DALO, ainsi que pour la poursuite du plan quinquennal pour le logement d'abord. Dans le domaine réglementaire également, je formule quelques propositions pour fluidifier les conditions de pilotage de la politique logement au niveau déconcentré. Autant de propositions sur lesquelles nous pourrions continuer à échanger ensemble et avec le gouvernement. Pour conclure, Madame la Présidente, mes chers collègues, je crois utile de saluer à nouveau l'état d'esprit constructif et optimiste qui anime les acteurs du logement. C'est cet état d'esprit qui permettra la réussite des réformes en cours, en alliant responsabilité budgétaire et souci de protection des plus fragiles. J'émets donc un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Cohésion des territoires pour ce qui concerne le logement. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame Do. J'appelle les orateurs de groupe.